BlackRock, le premier gestionnaire dans le monde, détient plus de 600 000 bitcoins, à savoir plus de 60 milliards de dollars à la valeur actuelle. Les États-Unis veulent faire une réserve stratégique en bitcoin. Moi-même, j'ai commencé à investir en bitcoin plus de 5 000 € sur les 2 derniers mois. Mais c'est quoi le bitcoin? À quoi ça sert? Comment mieux comprendre le bitcoin? Je vais tout te dire dans cette vidéo, alors ne bouge pas. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pense à t'abonner à cette chaîne, à cliquer en bas à droite pour activer les notifications. Comme ça, tu recevras une petite notification toutes les 2 semaines lorsque je mets une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Ça m'aide énormément à supporter mon travail, alors un immense merci si tu le fais. Avant de comprendre la blockchain et puis Bitcoin, c'est vraiment important de comprendre 2 concepts clés, le peer-to-peer et la cryptographie. Alors, c'est quoi le peer-to-peer? Le peer-to-peer, ou P2P, c'est un modèle d'échange ou de communication qui est complètement décentralisé, dans lequel chaque participant, qu'on appelle nœud, ou alors chaque ordinateur, agit à la fois comme client et serveur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque ordinateur peut envoyer de l'information à un autre ordinateur du réseau ou recevoir de l'information de la part d'un autre ordinateur du réseau. En d'autres termes, c'est une technologie de réseau qui est complètement décentralisée. Donc, il n'y a pas une autorité centrale qui est au milieu et qui agit en tant que serveur. Non, chaque nœud du système, chaque ordinateur va recevoir des informations. On peut même envoyer des informations. Ça veut vraiment dire que finalement, ces différents ordinateurs peuvent échanger directement des informations ou des ressources sans passer par une entité centrale, sans intermédiaire. Et si vous vous souvenez, des sociétés comme Napster, comme Casa utilisaient le peer-to-peer ou le pair-à-pair en français. Donc, c'est vraiment important de comprendre que chaque nœud, c'est-à-dire moi j'appelle ça par simplicité chaque ordinateur, il est capable de télécharger les informations qui se trouvent dans d'autres nœuds et de les mettre ensemble, mais d'être aussi un serveur pour des fichiers à destination d'autres ordinateur. Donc, c'est vraiment important de comprendre que l'information, au lieu qu'elle se trouve dans un ordinateur central, elle est segmentée en différentes petites parties et ces différentes petites parties se trouvent sur les différents nœuds du système. Donc, j'aime toujours bien reprendre l'illustration suivante où on compare justement la relation client-serveur du côté gauche et le peer-to-peer du côté droit. Du côté gauche, on a toute l'information qui se trouve dans un système, dans un serveur, et on va avoir des ordinateurs qui vont aller chercher les informations dans ce système, dans ce serveur ou dans ces serveurs. Du côté droit, on va avoir une technologie de partage d'informations qui est décentralisée, où justement les différents ordinateurs communiquent entre eux sur un réseau qui est complètement décentralisé. Alors, il y a plusieurs avantages au peer-to-peer, comme le fait que les données ne sont pas centralisées, elles peuvent être accessibles en tout temps. Il y a beaucoup plus de résilience par rapport à des pannes. Ce qui est important de comprendre également, c'est justement que les données vont être réparties sur l'ensemble du réseau et pas à un endroit bien particulier, pas dans un serveur particulier. Il n'y a pas de censure des données. Et ce qui est aussi important de comprendre, c'est que si un ou quelques ordinateurs sont défectueux, ça ne met pas en péril justement le réseau. Donc les conséquences d'un piratage sont assez limitées. Par contre, il existe 3 inconvénients majeurs au peer-to-peer. Premièrement, le fait que la synchronisation entre les différents nœuds du réseau est parfois complexe et prend du temps. Deuxièmement, c'est la dépendance à la participation des nœuds du réseau. Effectivement, s'il y a un réseau avec 10 nœuds ou un réseau avec 500 000 nœuds, le réseau avec 500 000 nœuds va être beaucoup plus robuste que le réseau avec seulement 10 nœuds. Enfin, le troisième désavantage important, c'est attention aux nœuds malveillants du réseau qui pourraient compromettre parfois le réseau. Donc, au plus on va avoir un réseau avec beaucoup de nœuds, au plus faible est la probabilité qu'un nœud malveillant puisse endommager le réseau. Alors, ce modèle d'échange d'informations complètement décentralisé n'est pas neuf. Souvenons-nous de Napster fin des années 90 ou encore Casa début des années 2000. Je pense également au live streaming sur YouTube qui utilise cette technologie de décentralisation, mais également
le Bitcoin qui utilise le peer-to-peer. Je vais vous expliquer ça dans quelques instants. Le deuxième élément clé justement pour comprendre la blockchain que je vais t'expliquer dans un instant, c'est l'élément lié à la cryptographie. Alors c'est quoi la cryptographie? L'objectif de la cryptographie, ça va être de protéger des données en assurant leur intégrité, leur confidentialité et leur authenticité. Et pour cela, il existe différentes techniques, dont la technique de cryptage ou chiffrement. Alors, c'est quoi ce cryptage? C'est une méthode spécifique de cryptographie qui va consister à transformer un message lisible en un message codé grâce à un algorithme et à une paire de clés. La clé publique et la clé privée pour ce qu'on appelle le cryptage asymétrique ou le chiffrement asymétrique. Prenons un exemple concret pour justement bien comprendre le chiffrement asymétrique. Imaginons que Bob, à gauche, veut envoyer un message secret à Alice à droite. Alice va avoir deux clés, sa clé publique et sa clé privée. Bob veut dire bonjour à Alice. Alors, à ce moment-là, Bob, qu'est-ce qu'il va faire? Il va recevoir la clé publique de la part d'Alice et il va utiliser cette clé publique pour justement chiffrer son message. Et puis après, son message, il est illisible par toute autre personne autre que Alice, puisque Alice, il n'y a qu'elle qui peut lire son message grâce à sa clé privée. Et donc, Alice, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va utiliser sa clé privée et grâce à sa clé privée, elle va pouvoir lire le message et c'est la seule personne qui peut lire le message. Et donc, c'est vraiment important de comprendre que le peer-to-peer et que le chiffrement asymétrique vont être très utiles au réseau Bitcoin que je vais t'expliquer dans un instant. Maintenant qu'on vient de voir ce que c'est le peer-to-peer et également le cryptage, voyons ce que c'est que la blockchain. La blockchain, c'est un type particulier de base de données. En fait, la blockchain, c'est rien d'autre qu'une technologie de stockage et d'échange d'informations sous la forme d'un registre, d'un grand livre comptable. Et ce registre, il est décentralisé grâce au peer-to-peer. Il est justement partagé entre de nombreux utilisateurs pour une complète transparence. Et ce registre de données, il est infalsifiable grâce au cryptage. Ça veut dire qu'on peut pas modifier justement la blockchain ou en français la chaîne de blocs. Donc, il faut vraiment voir la blockchain comme cette technologie de stockage d'informations, d'échange d'informations et on peut le voir sous la forme d'un grand livre comptable avec différents blocs qui viennent se mettre l'un à la suite de l'autre et dans les blocs, il peut y avoir des informations concernant des transactions, concernant des informations confidentielles ou encore, par exemple, des contrats, des statuts. Bref, dans ce registre d'informations, dans cette technologie de stockage et d'échange de données, on peut mettre ce qu'on veut à l'intérieur. Ce qui est aussi important de comprendre, c'est que, par exemple, la blockchain Bitcoin, c'est une blockchain dans laquelle il va y avoir des informations concernant des transactions et rien d'autre. Et il existe de nombreuses autres blockchains dans lesquelles, justement, il y a du stockage d'informations et d'échange d'informations sur, pas uniquement des transactions, mais sur, par exemple, des contrats, des statuts ou encore d'autres types d'informations. Alors, maintenant, j'ai envie de te partager les 4 caractéristiques d'une blockchain. La première caractéristique, c'est la décentralisation. Parce que grâce justement à la technologie du peer-to-peer, il n'y a pas d'autorité centrale qui va contrôler la blockchain. La deuxième caractéristique, c'est la sécurité. Parce que les données à l'intérieur des blocs, que ce soit effectivement des contrats intelligents, smart contracts en anglais, ou encore des transactions pour la blockchain Bitcoin. Bref, les données qui sont stockées à l'intérieur de la blockchain, elles sont sécurisées grâce à l'utilisation de la cryptographie. Et donc, les blocs vont être liés les uns avec les autres, ce qui rend très difficile, voire impossible, la modification des informations une fois qu'elles ont été ajoutées à la chaîne. Dans quelques instants, je t'expliquerai ce que c'est le concept de minage. La troisième caractéristique d'une blockchain, c'est la transparence. Parce que toutes les transactions ou les données qui sont stockées dans la blockchain peuvent être visibles pour tous les participants du
réseau. Et donc, ça permet finalement à l'entièreté des participants de garantir l'intégrité des données et de vérifier leur authenticité. Et la quatrième caractéristique importante d'une blockchain, c'est l'immutabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois qu'un bloc a été ajouté à la chaîne de blocs, il est pratiquement impossible de le modifier, voire même de le supprimer. Cela garantit vraiment que les données qui se retrouvent justement dans la blockchain sont infalsifiables, elles sont permanentes et elles résistent à toute forme éventuelle de censure. On vient de voir ensemble que finalement la blockchain, c'est une base de données qui permet d'échanger des informations et même de stocker des informations. Si on va sur le site blockchain.com et qu'on clique sur Explorer, l'idée justement c'est de regarder un petit peu qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la blockchain. Là on voit 3 blockchains importantes, Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash. Je vais me focaliser sur Bitcoin qui est justement la première blockchain qui a vu le jour il y a plus de 15 ans. Et donc, si je clique sur Bitcoin, je vais voir l'évolution effectivement de l'actif numérique décentralisé, mais je vais voir des informations concernant ici la blockchain. À l'heure d'enregistrer cette vidéo, on peut voir que le dernier bloc qui a été miné et qui a été rajouté justement à la blockchain est le bloc numéro 898-710, sachant que le premier bloc a été miné en janvier 2009. Si je tape 1, par exemple, ici, on voit ici, il y a 3 blockchains avec le résultat. Je prends le bloc 1 de Bitcoin, je clique là-dessus, je peux voir que le 9 janvier 2009, il y a eu justement un échange entre 2 portefeuilles de 50 bitcoins. C'est la première transaction qu'il y a eu justement sur la blockchain Bitcoin. Si je reviens un petit peu avant, on peut voir effectivement que la valeur de marché du Bitcoin est de plus de 2165 milliards de dollars, qu'il y a eu en termes de transactions plus de 33 milliards de dollars échangés les 24 dernières heures et qu'il y a maximum 21 millions de Bitcoins qui sont disponibles. Et on voit effectivement que en janvier 2009, c'est effectivement à ce moment-là qu'il y a eu le premier échange de Bitcoin. Et donc, si on regarde ici, dans les derniers blocs, je clique dessus, dernier bloc, on peut voir que le dernier bloc qui a été miné et donc validé justement par les mineurs et rajouté à la blockchain est le bloc 898 710. Et on peut voir que c'est un bloc dans lequel il y a plus de 3500 transactions. Donc ça, c'est un point extrêmement important. On voit que dépendant effectivement des blocs, il peut y avoir parfois que 800 transactions, parfois 3000, 4000, 5000. Bref, c'est important de comprendre aussi que finalement, il y a en général un bloc qui est miné toutes les 12 minutes. Et si on veut recevoir plus d'informations sur qu'est-ce qu'il y a eu à l'intérieur de ce bloc, on peut cliquer dessus pour avoir accès à plus d'informations, plus de détails, notamment sur les 3505 transactions. On voit ici 3505 transactions à l'intérieur. On peut voir ici toutes les transactions qu'il y a eu. On voit ici, je vais jusqu'à la page 234 et je vois effectivement qu'il y a plus de 3500 transactions uniquement dans ce bloc-là. Et donc, c'est vraiment pour cela que finalement, on voit ici des pseudonymes. Donc, effectivement, la blockchain est pseudonyme, mais elle n'est pas anonyme puisque toutes les transactions qui sont faites justement et qui passent par la blockchain sont enregistrées et peuvent être retrouvées justement puisqu'on peut à l'intérieur de chaque bloc voir quel type de transaction il y a eu. Point également important, on peut voir par exemple ici qu'il y a eu des échanges. Je vais prendre un petit peu avant. Voilà, je peux voir ici que la transaction 3486, il y a eu un échange pour 162,17 $ en Bitcoin, bien entendu, entre 2 personnes qui passent par la blockchain pour s'échanger de la valeur.
Maintenant qu'on vient de voir justement ce que c'est une blockchain et donc un type de base de données qui permet justement de stocker des informations et même d'échanger des informations entre deux utilisateurs sans intermédiaire quelconque, c'est important de comprendre qu'aucune transaction n'a ajouté à un bloc sans avoir été vérifiée. Et ces transactions, elles sont vérifiées par un type particulier d'ordinateur, ce qu'on appelle le mineur. Et donc, le minage, c'est quoi? C'est une opération qui consiste à résoudre des énigmes mathématiques complexes. Et donc, ces énigmes, elles sont justement liées à la validation des transactions sur la blockchain. Donc, avant justement qu'une transaction soit rajoutée à un bloc, il faut justement que le mineur s'assure que la transaction est légitime. Donc, ce que vont faire les ordinateurs de mineurs, c'est qu'ils vont agréger les transactions individuelles des 10 dernières minutes, qui est l'intervalle plus ou moins fixe entre deux blocs de Bitcoin. Et ce qui est important de comprendre, c'est que justement, les mineurs vont rentrer en compétition pour être les premiers à résoudre un challenge cryptographique qui permet justement de valider le nouveau bloc à ajouter dans la blockchain. Et donc, le mineur, il a besoin de deux choses. Du matériel super puissant pour faire du minage et résoudre ces équations mathématiques extrêmement complexes et de l'énergie à faible coût. Et donc, les mineurs vont mettre à disposition du réseau décentralisé, donc de la blockchain, leur matériel informatique. Donc, l'objectif du mineur, c'est d'être le premier à résoudre des énigmes mathématiques qui sont complexes. Pourquoi? Parce que si le mineur arrive à le faire, il va recevoir une récompense. Par exemple, justement, à chaque nouveau bloc qui est rajouté à la blockchain, le mineur va recevoir maintenant 3,125 Bitcoin. Faut savoir qu'en 2009, 2010 et 2011, chaque nouveau bloc qui était rajouté à la blockchain, le mineur recevait 50 Bitcoin. Et puis, tous les 4 ans, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'à environ tous les 210 000 blocs, il y a le halving de Bitcoin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les récompenses de blocs vont être réduites de moitié. Ça veut dire qu'un mineur, il y a 5 ans, par exemple, en 2020, il recevait 12,5 Bitcoin par bloc qui était miné. Par contre, aujourd'hui, à l'heure d'enregistrer cette vidéo en mai 2025, il reçoit 3,125 Bitcoin à chaque fois qu'un mineur arrive justement à résoudre les opérations mathématiques complexes et que le nouveau bloc est ajouté à la blockchain. Si je reviens quelques instants sur blockchain.com, la partie exploration d'une blockchain comme la blockchain Bitcoin, mais je peux voir que tout à l'heure, j'étais au bloc 898, 710e bloc, avec 3505 transactions à l'intérieur. Depuis que j'enregistre cette vidéo, il y a effectivement 3 blocs supplémentaires qui ont été minés. On peut voir ici le dernier bloc, le 898 713 avec 1653 transactions. Et donc, si je clique dessus, je peux voir que ces 1653 transactions vont représenter justement une valeur en dollars de plusieurs centaines de millions de dollars. On le voit ici, plus de 400 millions de dollars qui ont été échangés dans ce bloc-là. Et on voit la récompense qui est d'un peu plus de 3 bitcoins. Si je reprends le premier bloc qui a été justement miné en 2009, en janvier 2009, et que je clique sur 1 ici, et puis que je choisis bien entendu la blockchain Bitcoin, je peux voir à ce moment-là qu'il n'y a pas des centaines ou des milliers de transactions à l'intérieur de ce bloc. Non, il y a une seule transaction et la récompense était de 50 Bitcoins. Alors, c'est quoi le Bitcoin? Quand on parle de Bitcoin, on pense souvent justement à l'actif numérique qui constitue un moyen d'échange entre deux parties. Et le Bitcoin permet justement de faire des opérations sans aucun intermédiaire grâce à la technologie de la blockchain. Donc, je peux envoyer justement un Bitcoin à quelqu'un qui vit en Australie sans aucun intermédiaire financier. Mais c'est important de comprendre que le Bitcoin n'est pas uniquement un actif numérique, mais quand on parle de Bitcoin, notamment avec un B majuscule, on parle du protocole Bitcoin et donc de la technologie qui permet justement l'échange
de valeur entre deux parties sans aucun intermédiaire. Donc lorsqu'on parle du protocole Bitcoin, on parle justement du réseau de paiement, d'échange de valeurs et du réseau d'ordinateurs. Donc la logique de Bitcoin, elle est assez simple. Le but justement de Satoshi Nakamoto, quand il a écrit justement son white paper en 2008, c'est de sécuriser la blockchain Bitcoin en récompensant en Bitcoin l'actif numérique, les acteurs, les mineurs qui font fonctionner la blockchain. Alors, pour moi, il y a 6 caractéristiques importantes du Bitcoin à retenir. La première, c'est la décentralisation. Il n'y a pas de banque centrale. Bitcoin fonctionne sans autorité centrale, contrairement à l'euro ou au dollar. Et donc, le réseau Bitcoin repose justement sur des ordinateurs qui sont connectés entre eux, ce qu'on appelle les nœuds, dans le monde entier. Deuxième caractéristique importante, c'est l'offre qui est limitée. Alors qu'il peut y avoir une quantité illimitée d'euros ou de dollars en fonction du comportement et des décisions des banques centrales, au niveau du Bitcoin, il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin en circulation. Et cette rareté, elle est intégrée dans le code du Bitcoin. Troisième caractéristique, c'est la technologie sous-jacente. Le Bitcoin repose sur la blockchain, comme je te l'ai expliqué, un grand registre décentralisé et immuable. Chaque transaction, elle est enregistrée de façon transparente, vérifiable et elle ne peut pas être censurée. Quatrième caractéristique, c'est ce qu'on appelle le pseudonymat et non l'anonymat. Les transactions, elles sont publiques, mais les identités derrière les utilisateurs ne sont pas directement liées aux adresses Bitcoin. Donc ce n'est pas du tout anonyme, mais c'est pseudonyme. Cinquième caractéristique importante, c'est le fait qu'une fois qu'une transaction est validée, rajoutée dans un bloc et que le bloc est rajouté à la chaîne de blocs, la transaction, elle est irréversible. Et enfin, la sixième caractéristique très importante, c'est que le Bitcoin est portable et accessible partout dans le monde. On peut envoyer du Bitcoin dans le monde 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans frontières. Il suffit simplement d'un smartphone ou d'un ordinateur avec une connexion Internet. Et de mon côté, j'ai commencé à investir dans le Bitcoin pour diversifier justement mon patrimoine financier et je te montre tout ça dans une prochaine vidéo. L'objectif de cette vidéo, c'était justement de mieux comprendre l'écosystème Bitcoin. Moi, j'utilise Swissborg pour investir. Je ne recommande pas de plateforme en particulier, mais je trouve la plateforme Swissborg très bien faite pour les investisseurs et pour mettre en place justement des investissements automatiques, par exemple tous les mois. Ils ont d'ailleurs un programme de parrainage qui est disponible pour tout le monde et qui permet à la fois aux parrains et aux parrainés d'obtenir un bonus jusqu'à 50 € en Bitcoin. J'ai mis un lien en dessous de la vidéo pour que vous puissiez y jeter un coup d'œil et si vous le souhaitez, vous pouvez ouvrir un compte chez Swissborg. Ce n'est pas du tout une collaboration commerciale, mais mon code de parrainage est Grégory Guillemin en un mot et ça vous permet de gagner jusqu'à 50 € en Bitcoin et moi aussi, je peux gagner jusqu'à 50 € en Bitcoin. Et oui, depuis le mois de mars 2025, j'investis tous les mois en Bitcoin et je compte pas m'arrêter sur ce chemin-là. Je compte investir tous les mois en Bitcoin. Je te détaillerai tout ça dans une prochaine vidéo avec le plus grand des plaisirs. Si tu as la moindre question concernant le Bitcoin, les cryptoactifs, etc., pose-la en dessous de cette vidéo. J'y répondrai avec le plus grand des plaisirs. Mon objectif, c'est de partager mes apprentissages autour de Bitcoin, autour du monde des crypto-monnaies, qui est un monde que je ne connaissais pas il y a 9 mois, mais que je commence à appréhender de plus en plus. Donc, n'hésite pas aussi à me mettre toute idée que tu pourrais avoir sur des prochains sujets de vidéos. Pense également à t'abonner à cette chaîne, à mettre un petit like et un petit commentaire pour soutenir mon travail d'éducation financière. Un immense merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.